Ja, Herzlich herzlich willkommen zu bienvenue unserem Webinar, à notre unserem ersten webinaire. Webinar von diesem Jahr. Ich bin C'est le Stefan premier de Stevanovic cette von der année. Je suis Forschungsgruppe Stefan Pflanzenverbände Stevanovic an du groupe der de Institut recherche der Hochschule für sur les angewandte plantes Wissenschaften à Bern. la Haute Wie ihr École gerade seht, sind wir zusammen mit zurichoise Silvia pour diese les Webinarreihe sciences machen. appliquées. Et nous Mindestens faisons cette jeden Monat série oder de möglichst webinaires monatlich et dann depuis le début, il y statt. a des Und webinaires une Silvia fois wird par euch mois. durch den Sylvia va kurz einführen. vous faire une petite introduction Merci pour la première Stéphane. présentation. Donc, bienvenue tout le monde à ce premier webinaire de l'année 2025 du réseau Ville-Éponge. Dans ce webinaire, nous mettrons en lumière la manière dont les toitures végétalisées multifonctionnelles, on va dire, peuvent contribuer simultanément soit à la production d'énergie, mais aussi à la gestion de l'eau, de pluie et à l'adaptation au climat. Nous aurons deux présentations. Nous aurons une présentation qui portera plutôt sur comment on peut mettre ensemble une toiture verte avec la production d'énergie, donc avec des panneaux solaires, et une deuxième présentation qui portera plus sur la rétention d'eau sur ces toitures. Je donne la bienvenue donc à Patrice Prunier, botaniste et professeur en écologie végétale à l'Haute École EPIA à Genève. Il est responsable de l'Institut Nature et Paysage et il a suivi pas mal de projets dans ces dernières années qui portent effectivement sur cette synergie ou cette combinaison de production d'énergie solaire sur des toitures vertes. Il va donc nous montrer différents exemples très concrets et surtout aussi quels sont les apprentissages qu'on a sur ces expériences, à quoi il faut faire attention selon le type de combinaison de type de panneaux et de végétalisation sur ces toitures. En deuxième, nous aurons Adrian Loret de l'entreprise Bauder que je vais présenter plus en détail avant sa présentation et je vous souhaite une bonne présentation. À tout à l'heure. Eh ben, bienvenue pour cette présentation relative aux toitures biosolaires auxquelles j'associe mes collègues Julie Stéphane, Fabienne Morche et Julien Winkelmann, avec qui j'ai travaillé ces dernières années et qui vont nous permettre de présenter un ensemble de résultats, de retours d'expérience, notamment d'un écologue, puisque moi je suis botaniste, par rapport aux réactions qu'on observe sur ces toitures biosolaires. Alors évidemment, des toits, on attend beaucoup de fonctions, hein. C'est à peu près 20% de la surface en ville. On souhaiterait pouvoir introduire de la biodiversité, stocker de l'eau, avoir un cadre de vie plus agréable. Pourquoi pas effectuer de la pédagogie, parfois se nourrir et surtout produire de l'énergie. Ça devient, je dirais, la norme et obligatoire dans certains cantons. Alors, évidemment, conduire tous ces objectifs simultanément, c'est pas facile sur une même toiture. À l'échelle d'un réseau de toits, ça peut être pensé, mais sur une même toiture, c'est délicat. Donc, le plus souvent, on est amené à se concentrer sur quelques objectifs et parmi les objectifs les principaux sur lesquels on doit se concentrer, ben, il y a la conciliation, notamment d'une production d'énergie pour assurer notre indépendance et celle de la biodiversité qui va offrir des avantages microclimatiques. Et c'est ce qu'on va essayer de parcourir, d'analyser durant cette présentation, hein, tout en sachant que voilà, c'est un équilibre qu'on recherche et que parfois traiter tous ces objectifs, c'est pas facile, hein, il y a des choix à effectuer. Alors, le problème, quel est-il? Eh bien, c'est qu'il y a différentes catégories et différentes possibilités d'aménagement en toiture, depuis des dômes, comme on voit ici, classiques, des panneaux verticaux, des dômes inversés, comme vous avez à l'écran, qui sont plus ou moins proches du sol, des panneaux dits monopans, c'est-à-dire qui ne s'observent que en versant sud, ou des panneaux qui sont rasants, comme on le voit ici, avec une forte densité d'installation. Donc il y a différents modèles et nous, au travers des différents projets, on a essayé d'analyser les intérêts et les limites de ces différents cas. Je ne vais pas vous présenter une analyse de l'ensemble des cas, mais j'en ai choisi 5 sur lesquels on avait le plus de données au niveau de la biodiversité, au niveau de la production énergétique et au niveau thermique. Et donc c'est ces cas-là que je vais présenter de manière séquentielle. Alors, notre expérience s'appuie depuis une dizaine d'années sur un ensemble de projets, un faisceau de projets, hein. On a débuté en 2014, je dirais, avec des projets de diagnostic, surtout à l'échelle du canton de Genève. On a
observé notamment la diversité, le stockage d'eau sur les toitures. Puis on a enchaîné avec un certain nombre d'expérimentations pendant 4 à 5 ans, où il s'est agi surtout de constituer des couverts végétaux au travers de 3 projets que vous avez à l'écran, avec des mélanges de semences indigènes, des substrats locaux recyclés et à différentes épaisseurs. Depuis 2020, donc depuis 5 ans, on s'est fortement orienté sur l'analyse de cas avec les toitures biosolaires. Je vous présenterai maintenant plus en détail. Et puis, on évolue avec ma collègue Julie Stéphane sur aussi l'analyse des toitures avec des mousses lorsqu'il y a une faible portance. Ça permet également d'avoir une végétalisation minimale avec des végétaux qui sont assez peu exigeants. La plupart des résultats que je vais vous présenter s'appuient sur les expériences conduites sur l'espace expérimental toiture-végétalisé Lullier, hein, donc qui est une surface d'environ 1250 mètres carrés située dans la campagne genevoise et où vous avez à l'écran un des essais qui nous a permis de tirer de nombreux enseignements, mais ce n'est pas le seul. On a également réalisé plusieurs suivis in situ sur des toitures, notamment des bâtiments publics et des écoles en ville de Genève. Alors évidemment, pour évaluer la qualité des résultats, on a besoin de standards et donc on a pu, pour ce qui est de la végétation, élaborer une échelle un peu de satisfaction des résultats par rapport aux couvertures et à la diversité. Hein, vous verrez, il y aura un certain nombre de diagrammes radar qui s'appuient sur l'ensemble des résultats dont on avait à disposition et qui permet de dire, ben voilà, l'objectif est atteint ou l'objectif est très fortement atteint ou alors n'est pas atteint. Voilà pour la partie introductive, objectif, méthode, contexte. Je vais débuter maintenant la présentation des résultats en débutant par un premier cas qui est celui des panneaux monopans ou dômes qui sont disposés au niveau du sol. Alors pourquoi ce premier cas? Parce qu'historiquement, c'est un des premiers cas qui a été développé. Vous avez ici un exemple de grande ampleur, assez remarquable, au niveau de la ville de Lausanne, comme sur les hauteurs de Beaulieu, hein, qui est une installation qui est conséquente. Et voilà, c'est un cas qui a été souvent utilisé et bah, on a essayé de conduire un certain nombre d'observations et de mesures sur ces cas-là. Alors il y a des variantes, naturellement, hein, parce que les panneaux peuvent être plus ou moins proches du sol, s'appuyer sur, je dirais, des supports ou non. Le substrat peut être variable, comme ici en tuile recyclée, hein. Il y a évidemment différentes modalités au niveau du substrat et de la végétalisation. Ce qu'on constate sur le diapo de gauche, ici, en bas à gauche, voilà, c'est qu'il y a peu de végétation globalement sur le panneau, mais il y a un effet de lisière hein, qui semble être favorable à la végétation. Voilà. Cette faiblesse de végétation, ben, on l'observe dans les relevés. Vous avez 2 situations à l'écran où on n'a quasiment pas de colonisation sous panneau, ou très faiblement. Colonisation monospécifique à gauche sur ce même site. En fait, la proximité des panneaux par rapport au sol, on va le voir sur l'évaluation globale, va pas vraiment permettre de développer une couverture, notamment par ces incidences thermiques. Et lorsqu'on voit le recouvrement ici, ben, il est assez faible, puisqu'on a à peu près 30% de recouvrement, donc c'est pas très satisfaisant quantitativement. Et au niveau de la qualité, ben, il n'y a pas une grande diversité non plus dans ces types d'installations. Alors, il y a une autre difficulté quand on a ces dômes rasants, c'est qu'évidemment, bah, la végétation croît et au vu de la taille de certaines espèces, bah, peut assurer un effet d'ombrage qui n'est pas très profitable évidemment à la production. Et lorsque les installations sont réalisées de manière assez dense, bah, se pose le problème de l'entretien, parce que c'est difficile de cheminer entre les panneaux, et puis c'est aussi d'autant plus difficile de cheminer bah, avec des outils. Donc voilà, la présence au sol des panneaux va créer un certain nombre de difficultés euh, au niveau de l'entretien. Et puis ça en crée d'autant plus lorsque il y a une installation qui s'effectue sur une toiture existante. Parce que dans ces cas-là, il peut y avoir un réveil de la banque de semences du sol. Donc les espèces présentes, dormantes au niveau du sol, vont croître et se développer. Et si les panneaux sont proches du sol, au vu de leur taille, 30-40 cm, elles vont recouvrir et ombrager ces mêmes panneaux. Et ça, c'est une situation voilà, qu'il faut absolument éviter parce que, en termes de production, il y a de forts préjudices. Alors, on n'a pas de suivi, on n'avait pas de suivi sur cette toiture, hein, c'est un cas que j'ai pu
observer, mais ça crée évidemment de forts préjudices en termes de production. Donc, en termes d'entretien, des panneaux proches du sol, c'est difficile à gérer et d'autant plus s'ils sont densément installés, imbriqués les uns avec les autres. Au niveau thermique, on a pu effectuer quelques suivis sur certains de ces toits, comme à l'école de près du camp, sur le canton de Genève, avec un suivi dit entre les panneaux, il y a un petit ajournement, puis une station qui a été posée sous les panneaux. Alors, vous avez la réaction à droite et les moyennes mensuelles de température hein, qui sont présentées dans le diagramme. Alors, ce qui est notable d'observer, une réaction qui peut paraître pas très intuitive, hein, c'est qu'en fait, ben, la situation entre panneaux ici, hein, que vous avez, voilà, hein, c'est la référence ici, hein, elle présente des températures globalement inférieures à la situation qui est sous les panneaux, où notamment, voilà, en période estivale, on a des températures beaucoup plus importantes. L'hiver, il n'y a pas ou peu de différence, hein, donc il n'y a pas ou peu d'incidence en termes de différence thermique, puisqu'on a des températures qui sont similaires et statistiquement, les résultats ne sont même presque pas significatifs durant les mois de décembre à janvier. Par contre, l'été, là, c'est fortement significatif et la température est beaucoup plus élevée sous les panneaux. Alors, à quoi c'est lié? Bah, c'est un manque de ventilation, l'air va stagner, il y a un effet de four, de serre qui se crée sous le panneau, qui augmente la température. D'où une difficulté supplémentaire pour la végétation à s'implanter. Parce que déjà qu'il y a peu d'espace, mais en plus, donc, faible accès à la lumière du fait de la proximité du panneau au sol, mais en plus, ben, il y a un effet d'échauffement lié au panneau qui va augmenter la température par effet de four et manque de ventilation. Donc un effet de four sous les brasants qui n'est pas tellement propice à l'installation de la végétation et qui peut avoir des incidences également sur la production puisqu'on augmente la température en forte chaleur estivale. On sait que quand on atteint des températures trop importantes, ça diminue la production. Alors, vous avez ici le détail des températures. Je vous présente juste une fois, je ne vous attends pas pour les différentes situations, pour montrer qu'on a analysé précisément, on a comparé ces différentes moyennes, et vous avez deux cas ici, hein, où on a une augmentation voilà, de la température manifeste qui est, je dirais, en automne 2021, avec plus de 2,5 degrés sous le panneau par rapport à la situation qui est à l'interface des panneaux, d'où une plus faible facilité de croissance de la végétation. Puis ici, près de 3,5 degrés, voire 4 degrés hein, en juillet. Plus il fait chaud, plus les contrastes sont marqués. Donc en synthèse, pour ces dômes rasants, globalement, on a des faibles couvertures végétales sur l'ensemble des sites analysés, et notamment sous les panneaux. Il y a des difficultés d'entretien si les panneaux sont proches. Il y a une perte de production, surtout quand voilà, on a cet effet d'ombrage, parce qu'il y a des difficultés d'entretien, parce qu'on a installé sur le substratum hein, et qu'on a réveillé une banque de semences, une toiture végétalisée existante. Donc ça, c'est pas favorable. Et enfin, au niveau thermique, on augmente la température par effet de four en période estivale. Donc il y a peu d'intérêt, globalement, on va le dire, à installer ce type de modèle qui présente des limites dans les trois domaines explorés. La deuxième situation, c'est le cas des dômes surélevés, hein. Donc, on a un peu la même situation qu'avant, mais par contre, là, les panneaux sont posés en 30 à 50 cm au-dessus du sol avec des densités plus ou moins importantes, hein. Donc, ça, c'est un type d'aménagement qu'on a observé de près sur notre espace expérimental à Lullier, comme vous voyez ici, qui a été implanté en 2020, hein, et qu'on a pu suivre pendant 3 à 4 ans, hein, avec première année, on avait, comme sur les toitures classiques, notamment implanté des coquelicots pour que ce soit fleuri, et on a eu une forte croissance des coquelicots, j'aurai l'occasion d'y revenir, avec des tailles plus ou moins importantes, hein. On a eu une modalité, comme vous avez l'écran, on a implanté les panneaux solaires au bout d'un an. Les coquelicots étaient plus petits. Au bout de, je dirais, un peu plus d'un an à l'automne, on voit que le tapis végétal s'est bien constitué. Là, les panneaux ont été enlevés hein, pour pouvoir observer je dirais, la densité du couvert végétal et effectuer le suivi. On a observé également des réactions au niveau du tapis végétal avec voilà, une inertie en termes de croissance, hein. C'est-à-dire que l'été, on a une phase sèche et la végétation reste
un peu verte un peu plus longtemps sous le panneau. Puis à l'automne, c'est l'inverse, avec la pluie qui ruisselle et qui se développe. Bah, les zones de verdissement se situent entre les panneaux, alors qu'à la même époque, sous le panneau, c'est sec, hein. Voilà. Donc on a un contraste manifeste de réaction du tapis végétal. On le voit ici en deuxième année. En termes de suivi et pour les effets de quantification, vous avez ici une quantification du recouvrement total avec une comparaison, hein. Ça, c'est la situation en dôme qu'on analyse à gauche, et à droite, des situations que je vous présenterai juste après. Et là, on s'aperçoit que la situation en dôme, par l'effet de couverture, va être un peu plus favorable à la croissance végétale, puisqu'on a en médiane, alors on n'a pas beaucoup de modalités ici, mais on a un recouvrement qui est un peu supérieur. Ce n'est pas significatif parce qu'on manque de modalités, mais si on avait davantage de modalités, probablement que ça le serait. Donc ce système-là a tendance à favoriser la croissance végétale sous les panneaux, et on analysera après la production. Euh, En termes de nombre d'espèces, alors là, par contre, le fait d'avoir une couverture assez importante, une certaine homogénéité de l'ombrage va être moins favorable. Et si on compare ce système en dôme, hein, voilà, avec l'ensemble des modalités, à peu près en moyenne 12 espèces et demie, ben, on s'aperçoit que c'est bien inférieur, et là, c'est significatif par rapport au nombre d'espèces observées sur la modalité que je vous présenterai après avec les panneaux monopons qui sont espacés les uns par rapport aux autres. Donc, l'homogénéité va être moins favorable à la diversité végétale. Donc, vous avez ici le diagramme global, hein, de synthèse radar qui exprime bien ça. On a nombre important d'espèces indigènes, donc ça c'est un critère important. On a un assez fort recouvrement. Par contre, bon, ben, voilà, on a moins d'espèces, et puis ces espèces sont toujours plus ou moins les mêmes, donc il y a peu de diversité en tant que telle du peuplement végétal. Donc c'est satisfaisant, mais ça l'est juste pour la végétation. Au niveau thermique, alors là, le diagramme est un peu compliqué, mais on va prendre un peu le temps pour l'expliquer, parce qu'on a une réaction qui a été quantifiée de manière assez précise. Et premièrement, bah, si on compare les températures qu'on peut observer sous de tels types de panneaux dans une situation non végétalisée, par rapport à une situation de plein soleil, hein, en fait, hein, eh bien, ce qu'on observe ici, c'est qu'on va avoir une baisse de la température, hein, c'est ce cas-là, hein, qui est présenté, hein, d'à peu près 2,5 degrés, hein, sous un panneau qui comporterait un béton brut par rapport à une situation de plein soleil, notamment en période estivale. Donc là, il y a un effet d'atténuation du modèle qui est assez marqué, même si on ne végétalise pas le substratum. On voit que sur la droite, c'est moins marqué, comme toujours en période hivernale. Maintenant, si on compare une situation qui est végétalisée, bah là, l'effet il est plus marqué, puisque dans cette situation-là, bah, on va avoir voilà, presque jusqu'à 4,5 degrés, hein, dans les périodes les plus chaudes, d'écart en moyenne de température. Donc, la végétalisation favorise l'atténuation thermique, et ce d'autant plus qu'elle est épaisse. Et puis la troisième situation, bah, c'est voilà, à 12 cm. Bah, à 12 cm, vous avez un effet de rafraîchissement, entre guillemets, qui peut aller jusqu'à 5,5 degrés en moyenne. Donc, c'est des moyennes, hein, ce n'est pas des extrêmes, sur un mois chaud. Par contre, bah, à l'hiver, on constate encore qu'il y a une relative homogénéité, dans la mesure où il n'y a pas d'échauffement, l'effet d'ombrage n'est moins marqué. Donc là, on a une relative homogénéité des températures sur la période hivernale. Ça va être une constante, quel que soit le modèle. Donc ce modèle-là, il est assez intéressant, on pourrait dire, puisque quelle que soit la situation, que vous végétalisiez ou pas le substratum, bah, vous allez avoir un effet significatif, hein, d'atténuation des pics thermiques, et ça va varier bah, sur nos exemples à nous, de 2,5 à 5,5 degrés, ce qu'on a pu observer. Et cet effet, il est d'autant plus marqué que si le substrat dessous il est végétalisé et il est épais. Au niveau de la production maintenant, alors on a pu suivre, c'est mon collègue Julien Winkelmann des SIG qui a effectué les suivis, et pendant 3 ans, et naturellement, bah, on s'aperçoit qu'il y a des pics de production estivaux et qu'en période hivernale, bah, il y a moins de production, ça c'est assez logique. Alors on a eu petite surprise avec ces croissances des coquelicots qui a conduit à une atténuation de la production. On voit un plus le substrat est épais, moins on a de production la première année, mais après cet effet s'est atténué, a été plus visible, notamment bah, sur les panneaux qui sont exposés à l'est, hein. Là, c'est les modules exposés à l'est des dômes.
Et puis, si on regarde à l'ouest, alors ça, c'est intéressant parce qu'on a une réaction qui est différente, en fait. La première année, on observe bien cet effet d'atténuation des coquelicots. Alors, à l'avenir, voilà, on s'aimera plus pour éviter cet effet-là. Mais par contre, si on regarde sur les 3 années, ben, on s'aperçoit qu'on a un effet positif de la végétalisation, notamment à l'ouest et en période estivale, lorsque, ben, en fin de journée, les panneaux s'échauffent plus longuement, le couvert végétal semble avoir une influence ici sur la production et va même favoriser, alors on a eu jusqu'à plus 10% hein, ponctuellement, la production. Et globalement, si on regarde l'ensemble du modèle, hein, quelles que soient les situations, donc est-ouest, mais il y a un effet global de la végétalisation ici à plus 3% de production au niveau énergétique. Alors cet effet, il varie selon l'exposition et selon les mois. Et c'est notamment en période estivale qu'on a les effets les plus marqués par l'effet d'atténuation des pics thermiques qui est lié à l'ombrage des panneaux, qui favorise la croissance végétale, qui en rétroaction limite l'élévation de la température et permet un gain faible, mais un gain de production. Donc une synergie assez favorable. Donc là, on voit qu'on a un modèle, certes, qui va pas trop favoriser la diversité végétale, mais qui favorise quand même la croissance hein, au niveau du sol, puisqu'avec 80% de recouvrement, c'est quand même très satisfaisant. On a un effet de réduction de température sur le microclimat, sauf l'hiver, mais ça c'est, comme j'ai dit, une constante. Et cet effet est d'autant plus marqué que l'épaisseur de substrat est importante. Et on a même une légère augmentation de production en période estivale, et notamment sur les dômes qui sont exposés à l'ouest. Voilà. Donc un modèle qui se veut assez vertueux. La seule limite, c'est que quand on a des densités fortes comme ça, c'est la difficulté d'entretien puisqu'il y a toujours quelques plantes au printemps qu'il faut suivre qui peuvent faire un effet d'ombrage. Il peut y avoir des difficultés, des nettoyages quand il y a des pluies sableuses. Et là, avec des fortes densités, c'est compliqué. Nous-mêmes, quand il a fallu effectuer les suivis, on a dû faire enlever les panneaux pour effectuer les suivis. Donc, un modèle très optimal, mais qui présente une limite, c'est celui de l'accès. Et c'est une question qu'il faut pouvoir également traiter pour veiller à la bonne marche des installations. Alors, la troisième situation que je voulais évoquer, c'est celle des panneaux monopoints. Alors, je vais être un peu plus rapide parce que je vous ai déjà présenté un certain nombre de choses, toujours en reprenant le même site. Hein, voilà, on voit l'effet de la première année. La deuxième année, la couverture en fin d'année s'installe, les espèces vivaces se développent, les espèces annuelles régressent. Ça, c'est une constante. Et puis, elles s'implantent, on le voit à droite, hein, la partie végétative fortement en deuxième année, elle commence à fleurir. Et la troisième année, on a eu la constitution d'un tapis végétal assez dense, très fleuri, non graminéen, comme on l'avait sur le cas précédent, mais plutôt fleuri, ici avec du trèfle champêtre, ras, qui s'est maintenu lors de la quatrième année. Puis ça, c'est un peu ce qu'on souhaite, c'est-à-dire qu'on a une installation qui produit. Alors, il y a un pied de luzerne tout en haut à gauche qui est assez important, qui pourrait être, le cas échéant, coupé, mais d'avoir une couverture végétale assez dense, hein, qui va pouvoir rendre des services, qui va pouvoir atténuer la température le cas échéant et accueillir les insectes. Donc voilà, c'est un modèle qui se veut assez vertueux, mais plus espacé. Alors, par surface de panneau, c'est le modèle le plus productif. Par contre, quantitativement, c'est la situation précédente hein, sur l'ensemble de la placette qui sera plus productive. Si on regarde les résultats, on les a déjà parcourus, hein, on s'aperçoit que voilà, on a un modèle qui, en termes de couverture, couvre un peu moins, notamment sous les panneaux, parce qu'il y a moins on va le voir, d'effet d'atténuation thermique. Par contre, on a un modèle qui présente plus d'espèces parce qu'il y a des zones de pleine lumière, il y a des zones de demi-ombre, et il y a des zones d'ombre, et que cette diversité de contexte va être favorable à une diversité d'espèces. Alors, il y a un effet qu'on n'avait pas prévu, qui s'est révélé assez intéressant sur la croissance végétale, c'est cette fameuse croissance facilitée des coquelicots. Et vous avez à l'écran, en premier cas, vous voyez que c'est le même semis qui a été effectué sur toute la surface. Hein. Mais ici, les coquelicots sont très petits, alors que sous les panneaux, ils sont très grands. Ça nous a interpellés dès le départ, au point que j'ai sollicité un étudiant qui était en stage, qui fasse des mesures. Et qu'est-ce qu'on a pu observer? On a comparé la hauteur des plantes, en l'occurrence, et la longueur des feuilles, et bien que la taille était variable selon le type d'aménagement. Et que en pleine lumière, on va le voir sur les photos après, les coquelicots étaient très petits, avaient des feuilles faible épaisseur, faible longueur. Lorsqu'il y avait 8 cm de substrat, les feuilles étaient plus marquées, puis présentaient une vingtaine de centimètres. Et lorsqu'il y avait
12 centimètres, elles étaient encore plus grandes sous ce modèle-là. Donc on atteignait presque 30 centimètres de taille. Alors la question c'est, voilà, on va l'observer, mais c'est pourquoi en fait, hein. Vous avez à l'écran la première année une situation naturellement où il n'y a pas de végétalisation, donc là on n'a pas de plantes, une situation où les feuilles font à peu près 5 centimètres de long, les coquelicots sont beaucoup plus petits que les panneaux. Une troisième situation de substrat à 8 centimètres où les coquelicots ont à peu près la taille des panneaux, puis un substrat à 12 centimètres où les coquelicots sont plus grands que les panneaux. Donc il devait se passer quelque chose au niveau du microclimat, visiblement, pour avoir ce type de situation qui n'était pas attendue. Et voilà, c'est ce qu'on a observé par la suite, hein, une réaction particulière sous ces panneaux monopans, en fait, hein. Puisque la réaction, voilà, vous avez à nouveau le diagramme des températures. Et puis, lorsqu'on compare la température, ben, on s'aperçoit que l'été, également, ben, on a la même réaction qu'avant, c'est-à-dire qu'on a un effet d'atténuation de température, c'est-à-dire que la température va être beaucoup plus élevée en situation de pleine lumière que sous les panneaux, et plus il y a d'épaisseur de substrat, ben, évidemment, plus on a un effet d'atténuation, donc jusqu'à 7 degrés ici en moyenne, hein, qui est observé par rapport à une situation, je dirais, je dirais, du béton et sous panneau. Par contre, l'hiver, c'est l'inverse qui se passe, hein. C'est-à-dire que l'hiver, il fait plus chaud sous le panneau qu'en situation de pleine lumière. Et donc là, on a un petit effet de four qui se produit, un peu comme on a pu un effet de serre qui se produit, un peu comme on a pu l'observer sur les panneaux de dômes rasants, hein. Et donc, la réaction de température du fait de l'écartement n'est pas la même, elle n'est pas homogène, elle est contrastée. Il fait euh, plus frais l'été, et ça c'est assez logique, notamment lorsqu'il y a un substrat. Par contre, il fait plus chaud euh, en période hivernale. Là, on peut avoir même jusqu'à ici 4 degrés, hein, de température favorable. Et c'est cette température-là, en période hivernale, plus élevée, qui a favorisé la croissance des plantes. Et alors, à quoi est due cette température? Là, c'est essentiellement lié à un éclairage rasant, parce que les modules sont espacés entre eux, donc le soleil, on va le voir, arrive à atteindre la zone sous le panneau, ce qui va réchauffer le substrat. Donc, il y a un effet contrasté dans ces modèles-là sur la température du sol, hein, avec une diminution en période estivale uniquement. Par contre, une augmentation de la température en période hivernale qui est d'autant plus marquée que le substrat est végétalisé. Et ça, c'est lié à l'incidence des rayonnements lumineux. On le voit ici, une photo au mois de mars. Ben, les rayonnements lumineux arrivent au niveau du sol, ils échauffent le sol, le sol rayonne et le rayonnement est préservé sous le panneau, ce qui augmente la température, ce qui favorise la croissance des végétaux. Voilà. Alors, on parle souvent de l'effet d'atténuation des pics thermiques des panneaux, de la fraîcheur estivale, et aussi, sur certains modèles, pardon, un effet de protection et de facilitation de la croissance hivernale et printanière, notamment avec ces dômes rasants surélevés qui permettent l'arrivée de la température, enfin des rayonnements et donc l'augmentation de la température. Voilà la production en tant que telle. Alors là, on a une réaction un peu différente que la situation précédente, probablement liée à des recouvrements un peu plus faibles, hein, par rapport à une situation en dôme surélevé. Et on voit on retrouve la situation d'atténuation, hein, liée au coquelicot, mais qui est peu marquée, mais qui va se retrouver un petit peu tout au long du modèle, parce qu'ici, ben, la couverture végétale est un peu plus exposée, donc on n'a pas quantifié, mais elle va sécher un peu plus rapidement, donc il y a probablement moins d'effets de rafraîchissement et d'atténuation. Et donc, on a une petite perte globalement dans ce modèle-là sur la production de l'ordre de 2% sur les 3 années. Donc, par rapport à ce modèle, on peut dire que la couverture en tant que telle, elle est assez favorisée, mais moins que dans le modèle précédent. Elle est par contre très diversifiée du fait de la diversité des situations, pleine lumière, demi-ombre, ombre, qui a un effet significatif, la réduction en période estivale, hein. Donc, ça peut aller jusqu'à moins 9 degrés si on compare la situation entre 12 centimètres de substrat et une situation de pleine lumière, donc qui est très marqué, ce contraste, hein, de l'effet d'atténuation des pics thermiques l'été. Par contre, il y a un effet d'augmentation ou de la température, de réchauffement en période hivernale qui est lié, et en période printanière, qui est lié à cette incidence rasante de la lumière, ce qui favorise la croissance végétale et ce qui nous a
surpris la première année au point d'augmenter fortement la croissance des coquelicots. Donc, le coquelicot a un effet de sympathie assez forte hein, sur l'expérience. Et, il est très apprécié. C'est une espèce qui, au niveau artistique, a beaucoup été représentée. Donc, il a contribué à l'acceptation des modèles, mais s'il est trop présent, il diminue un petit peu la production. Donc, dans les mélanges, on a ajusté. Maintenant, on ne sème plus de coquelicots. On compte sur la patience des gens pour que, ils acceptent que la première année ne soit pas très fleurie et que nos espèces vivaces vont prendre le temps de s'implanter. Donc, légère perte de production dans ce modèle, hein. Mais par contre, l'avantage, c'est qu'il y a une vraie facilité d'entretien parce que, il y a des espacements, donc on peut facilement accéder. Et donc, le modèle en tant que tel, il est très intéressant. On verra, il y a pas de modèle parfait. Chaque fois, il y aura une petite limite, mais il va y avoir tout un tas d'avantages. Et puis, voilà, c'est des choix qui seront opérés entre ces différents modèles. Donc voilà pour une analyse un peu plus détaillée. Je serai plus rapide sur les deux derniers cas, puisqu'on a déjà vu un nombre de situations et un certain nombre de réactions similaires. Je vais vous présenter maintenant un modèle qui apparaît comme assez vertueux, avec des dômes toujours, mais surélevés et inversés. C'est le modèle dit papillon, où là on a pu suivre une situation avec des panneaux relativement élevés, hein, entre 50 et 70 cm du sol sur une école à Genève, à Plan-les-Ouates. Et vous voyez que là, un an après le semis, il y a déjà une couverture qui est implantée de manière assez forte en février et puis au mois de mai. Et là, l'avantage, même quand il y a des... On a eu installation ici sur une couverture végétalisée, hein, préalablement, mais même quand il y a le réveil de la manque de semences, le fait que les panneaux soient surélevés, eh ben, on n'a pas, je dirais, d'effet d'ombrage sur le panneau. La végétation peut se développer à côté et sous le panneau sans qu'il y ait une incidence sur la production. Le fait qu'il y ait un espacement entre ces panneaux permet aussi une facilité d'entretien, de vérifier les câblages, les nettoyages et je dirais, la végétation naturelle. Au niveau du spectre, donc c'est plutôt très bon sur les différents indicateurs. Alors, on a eu sur un des modèles un peu moins de richesse spécifique. Ça, c'est lié, je dirais, au fait on avait peu d'années de suivi, hein. On a 1, 2 ans, donc on a un peu moins de temps de suivi. Les contrastes ne sont pas encore affirmés, donc les espèces vont probablement se développer. Donc là, on peut éventuellement corriger le modèle par des mélanges diversifiés. Donc ça, c'est un modèle qui, au niveau végétalisation, est assez intéressant en termes d'entretien, en termes de couverture. On le voit ici, hein, les indications sont bonnes, l'indice global est élevé et qui permet une production, je dirais, simultanée assez importante ou non affectée. Au niveau de la température, alors je ne vous présente pas des diagrammes parce que là, ils sont très compliqués. Je vais simplifier euh, l'explication en précisant que on a encore une réaction différente ici, avec une diminution de la température marquée depuis l'extérieur jusqu'à la pointe du panneau. Donc ça, c'est le modèle qui présente, alors comme toujours, euh, un effet d'atténuation thermique par ombrage des panneaux en période estivale assez marqué hein, comparativement au système, je dirais, en papillon. Une faible différence en période hivernale, mais par contre, on n'a pas du tout d'effet d'échauffement hein, parce que le système est très ventilé. Hein, comme on a pu l'observer sur les dômes rasants ou les panneaux monopans, il y a un brassement de l'air, hein, ce qui fait que là, l'effet d'atténuation microthermique est significatif. Donc, par rapport à ces dômes, voilà, on a une couverture végétale qui est vraiment favorisée. Donc, ça, c'est intéressant. Il y a une facilité d'entretien, il y a un effet significatif de la réduction de la température grâce à la forte ventilation. Donc, ça, c'est un modèle qui est assez intéressant et vertueux et qui permet de bien concilier les différents objectifs. Alors, on n'a pas encore beaucoup de tout le recul nécessaire en termes de temps, nous, en ce qui nous concerne en tant qu'équipe, hein, mais on pressent voilà, un bon potentiel pour ce système-là. Puis enfin, le dernier exemple, je voulais évoquer, c'est les panneaux verticaux, qui sont évidemment très intéressants en zone de montagne, hein, parce que normalement, ils ne sont jamais recouverts par la neige, hein. Et on n'a pas beaucoup d'exemples de suivi, mais enfin, on a un cas. Voilà, on a voulu mettre en place ces panneaux verticaux avec un substrat vertueux qui est recyclé, qui était composé de granulats de roseau, hein, donc qui permet de stocker abondamment l'eau en période
estivale, puisqu'il agit comme une éponge. C'est de la matière organique, avec 20 centimètres ici, enfin 10 centimètres, 20 centimètres et 30 centimètres sur la droite. Donc on a conduit ce projet en partenariat avec une start-up qui a développé ce système de fixation mobile qui permet au panneau de bouger quand il y a du vent, mais de limiter le poids de l'installation. Vous avez la situation ici à l'implantation, en octobre, enfin, la première année d'implantation, puisque le semis a eu lieu en mars, et vous avez le développement de la végétation en octobre 2021. Et puis on voit que la deuxième année, elle s'est bien développée. Et là, sur ce modèle-là, on peut vraiment viser, je dirais, la constitution d'une prairie, puisque là, les panneaux occupent peu d'espace, ils sont relativement hauts, et il y a de la place pour la végétation. On voit qu'en année voilà, standard assez sèche, voilà, la hauteur était parfaitement calée par rapport à la taille du panneau. Par contre, en 2023, on avait beaucoup de pluie, puis on a une forme de luxuriance énorme, la croissance du tapis végétal qui là a même voilà, dépassé la partie basale des panneaux. On peut vraiment même presque reconstituer une prairie de fauche dans ces situations-là. Là, du fait de la rétention non marquée du substrat, la taille des plantes est très fonction, je dirais, de la pluviométrie. Et lorsqu'il pleut beaucoup, elle est très importante. Alors, on atteint vraiment un tapis végétal de type prairie dans la reconstitution. On va voir qu'en 2024, la taille est moins élevée parce que là, il y avait un peu moins de pluviométrie, un peu moins de stockage d'eau. Donc là, on retombe dans l'objectif initial d'avoir un couvert dense, fourni, mais qui ne porte pas d'ombrage sur le panneau. Donc on apprend beaucoup de ces expériences. Et là, c'est voilà, le modèle pour la végétation qui va être le plus favorable. Par contre, en termes de production, voilà, il produit un peu moins et surtout, il produit de manière bimodale. C'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, les indicateurs sont assez bons. Par contre, on manque un peu de modalités, ce qui explique notamment le fait qu'on a une espèce invasive qui s'est développée, donc ça a atténué un peu le nombre d'espèces. Par contre, en termes de recouvrement, contribution, et vous l'avez vu, c'est des modèles qui sont assez vertueux. Il y a de l'espace pour la végétation, des mélanges diversifiés, il y a une épaisseur, ça permet une croissance facilitée. En termes de production, ces systèmes bimodaux, alors là, on a eu quelques difficultés avec je dirais, on s'est fait voler les enregistreurs, donc ça a posé problème sur le suivi. Donc, on n'a pas pu avoir toutes les données souhaitées, c'est pour ça que je ne vous les présente pas, mais on sait que voilà, il y a une production bimodale tout au long de la journée, et une production le matin, une atténuation au midi, puis après une production plus tardive. Ça, c'est intéressant, notamment dans l'autoconsommation et je dirais sur les saisons hivernales, notamment quand il y a peu de rayonnement. Donc ça, c'est le principal intérêt en termes de production de ce modèle-là, même si globalement, on sait qu'il produit un peu moins, mais par contre, il produit différemment. Et puis après, on s'est posé la question des collègues de savoir quelle était la meilleure orientation. Donc là, ils ont fait des simulations. Puis on s'aperçoit que dans les différentes simulations sur l'orientation de ces panneaux, enfin, c'est le modèle euh, qui est en vert ici, donc le modèle où le panneau est exposé, je dirais au sud-est, qui s'avère le plus productif. Donc voilà, il y a la question aussi d'orientation qu'on peut ajuster pour ces différents types de panneaux dans le niveau de production qui est lié. Enfin, au niveau thermique, alors là, on n'a rien pu conclure. On s'attendait logiquement à ce qu'il y ait un abaissement de la température sur les situations les plus élevées, avec 35 centimètres de substrat. En fait, il y a un paramètre nouveau qui s'est développé ici. C'est qu'on a mis en place ces granulats, cette paille de roseau, elle s'est mise à fermenter. Il y a un effet de compost et donc une augmentation de la température liée à cet effet de fermentation qui a brouillé un peu les pistes. Donc, on n'a pas pu tirer de conclusion spécifique. On reste sur les enseignements des précédents modèles. Donc avec voilà, une dalle ici qui va être un peu plus chaude en hiver, c'est assez logique parce que elle ne retient pas de l'eau, du froid, du gel, de la neige. Donc voilà, elle est un peu plus chaude. C'est pas le cas l'été. Alors elle a probablement un effet d'ombrage, etc. Puis l'effet du compost également. Donc voilà, là on est sur un modèle expérimental. On a essayé quelque chose au niveau du substrat, ça s'avère intéressant. On n'a pas encore compris toute la réaction thermique de ce substrat qui est différencié par rapport au modèle plus classique qu'on a vu avant, où là, on cerne bien trois catégories de réactions différentes entre les dômes rasants, les dômes classiques surélevés et les panneaux monopôles. Alors, en conclusion, globalement, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a plein de possibilités. Il y a plein de possibilités et c'est évidemment la question des objectifs qui se pose par rapport aux 5 modèles présentés. On va dire qu'il y en a 4 qui peuvent largement satisfaire ces différents objectifs. Le tout, c'est de bien définir ce que l'on attend
en termes d'objectifs, hein, entre les différents partenaires, les propriétaires, éventuellement locataires des bâtiments, s'ils ont assez développé, hein, et évidemment les donneurs d'ordre, les cantons qui pilotent l'ensemble de ces systèmes, et les communes également. Euh, on est souvent en recherche d'équilibre parce qu'on a différents objectifs. Alors évidemment, il y a l'objectif énergétique qui va primer fortement. Mais on s'aperçoit que pour assurer les différents objectifs, la biodiversité, l'effet microclimatique, le stockage d'eau, qui est plus ou moins lié quand même à l'épaisseur du substrat, ben, il faut quand même consacrer un petit peu d'espace pour la végétation, pour l'entretien. Donc on ne va pas forcément chercher un modèle hyper productiviste au niveau de l'énergie, parce que ça sera des effets assez marqués sur les autres composants. Par contre, on peut quand même rechercher un modèle assez productiviste au niveau de l'énergie sans incidences, je dirais, des autres paramètres qui soit assez vertueux au niveau de la conservation de la biodiversité. Alors globalement, les quatre derniers modèles, eh ben, ils sont intéressants. Le modèle de Mrazan, je pense qu'il faut vraiment l'éviter, hein, parce que celui-là, il a beaucoup d'inconvénients, tant en termes d'entretien que d'effets microclimatiques, que de production. Si on veut aller naturellement sur des toitures biosolaires, on a différents objectifs. Par contre, dans les autres modèles, il y a vraiment l'importance de surélever, d'espacer un minimum les panneaux. Ça permet, on voit, d'atténuer les pics thermiques, de ne pas avoir d'effet de four. Ça permet de favoriser la biodiversité et ça facilite l'entretien. Donc voilà, ça c'est les différents points qu'il faut prendre en compte dans un modèle. Alors souvent, on a tendance à surélever de 30 à 50 cm les panneaux. On peut les concentrer, hein, sur une ou deux travées, mais par contre, pas plus de deux travées. Il faut prévoir un passage en toutes les une à deux travées et ça permet, obliger l'eau de se développer et ça permet de faciliter l'entretien. Naturellement, tout ça fonctionne si on a un suivi précis de la végétation, des panneaux, qu'on a un mélange de sols, de substrats qui sont, je dirais, diversifiés, comme les espèces qui utilisent, si possible, des substrats recyclés locaux, avec une épaisseur qui peut atteindre des 15 cm. C'est préférable. Au-delà de 15 cm, on peut presque, voilà, je ne vais pas garantir une pérennité de couverture végétale, mais enfin assurer quand même un certain taux de recouvrement de l'ordre de 80%. En dessous, c'est très difficile. Parce qu'on aura à un moment donné une phase de sécheresse, et donc la phase de sécheresse va réinitialiser le tapis végétal, notamment comme on l'a vu en 2022, qui était très marqué. Enfin, ce qui est fondamentalement important dans tout système qu'on met en place, c'est certes, d'en identifier les limites et les intérêts, mais fondamentalement de planifier l'entretien avec une visite par saison, on pourrait dire, minimale, destinée à vérifier les installations, leur bon fonctionnement. Il peut y avoir certes la végétation, mais il peut aussi y avoir le vent qui a des incidences parfois. Il y a des pluies sableuses. Alors bon, sur des grandes installations, c'est pas toujours facile à gérer, mais ça atténue aussi la production. Voilà, il y a tout un tas de paramètres qui est à prendre en considération dans cette diversité de modèles qui, je dirais, voilà, permet de répondre à tous nos enjeux que l'on connaît actuellement, tant les crises climatiques, biodiversitaires, énergétiques. On a là, face à ces différentes, je dirais, possibilités d'aménagement, des solutions, hein, pour améliorer notre quotidien, notre indépendance, se sentir mieux, améliorer notre cadre de vie également. Merci pour avoir suivi cette intervention jusqu'à son terme. À bientôt. Il y a une question qui a été posée dans la chat en allemand, mais je vais vous la traduire. Et elle porte sur les modules verticaux, où elle demande, Madame Ruedi, quelles sont les chances d'obtenir un permis de construire pour des modules verticaux malgré la hauteur supplémentaire? Est-ce que vous savez s'il y a beaucoup de communes où cela peut constituer un obstacle? Alors, moi, personnellement, je n'ai pas beaucoup d'expérience dans la construction et l'utilisation de ces panneaux verticaux en situation réelle. Ce que je sais par contre, c'est que on a travaillé sur un autre projet sur la perception de ces différents modèles. Ce sont des collègues sociologues qui ont interrogé près de 500 personnes pour, par rapport à ces différents modèles, obtenir leur appréciation, leur acceptation.
Et le modèle avec les panneaux verticaux, c'est celui qui est le moins bien perçu et accepté par son impact paysager. C'est celui qui va fournir différents services, et vous avez pu le voir, dans les différents domaines de manière assez équilibrée, tant en termes de production énergétique, de biodiversité, de stockage d'eau. Ces substrats est important, et c'est possible d'avoir un substrat important parce que les panneaux sont élevés. Mais voilà, la perception paysagère n'est pas très bonne. Dans certaines communes, évidemment, ils sont pas acceptés parce qu'ils ont un impact visuel, et s'ils sont présents notamment sur des bâtiments de niveau inférieur par rapport à des bâtiments supérieurs, bah, ils sont visibles, et souvent, voilà, ça peut donner lieu à des motifs de refus. La situation est différente entre enfin, les communes de plaine et de montagne également, parce qu'en montagne, c'est quand même un modèle qui est adapté, notamment en période hivernale, de même que dans le nord de l'Europe, les façades végétalisées, pareil, sont intéressantes en termes de production énergétique. Donc voilà, ça c'est que quelques tendances. Maintenant, moi, je ne suis pas un architecte, c'est juste des perceptions que j'ai reçues de la part de mes collègues, mais je n'ai pas d'expérience concrète sur ces implantations-là. Tout à fait. Merci pour cette réponse. Je pense que c'est un aspect de plus à considérer qu'on n'a pas cité tout à l'heure, c'est cette perception aussi Ce qu'on a pu sociale. mesurer, nous, globalement, c'est la faible acceptation du Mhm. modèle, en dépit des intérêts qui étaient reconnus par ces mêmes personnes. Mais par contre, paysagèrement, il est très, très peu accepté. D'accord. Ah, merci pour cette réponse. Moi, j'ai aussi une question de ma part qui est aussi un peu plus technique. Moi, j'ai souvent entendu dire que voilà, si on fait une toiture végétalisée, il faut compter qu'on a un entretien un peu plus fréquent, surtout les 2 premières années, jusqu'à ce que, on va dire, il y a comme un état plus stable qui s'installe dans la végétation. Est-ce que cela s'applique-t-il à tous les types de végétation? Ou à toutes les combinaisons que vous avez citées, ou est-ce que, en dépendance des combinaisons, il faut peut-être compter un entretien plus intense pendant une durée plus longue? Est-ce que vous avez un retour là-dessus? Alors, quel que soit le modèle, l'entretien sera plus important durant les 2 premières années. Pourquoi? Parce que la première année, la végétation s'exprime, je ne vais pas dire de manière anarchique, mais il y a beaucoup d'espèces très dynamiques, que l'on qualifie d'adventices, qui vont croître. Et ces espèces annuelles, souvent, des fois, peuvent atteindre des tailles un peu importantes. Et donc, ça nécessite un suivi régulier. Alors, ça peut être en période de végétation, en passage mensuel. Après, naturellement, une fois que la couvert végétale est implantée, que les espèces vivaces adaptées à la sécheresse se sont développées, ces espèces, généralement, sont semées, elles sont sélectionnées pour leur taille plus modeste, ben là, on a beaucoup moins d'effets de compétition entre les plantes et les panneaux solaires. Cet effet peut toujours exister. Pourquoi? Parce qu'il y a des oiseaux qui peuvent venir, des perturbations, et ça peut réveiller certaines espèces plus grandes qui peuvent faire de l'ombrage. Donc, au minimum, pour la végétation, il faut passer une fois par trimestre, une fois tous les 4 mois, avec une attention particulière au printemps, et entretenir un peu comme une prairie, c'est-à-dire qu'on a à un moment donné bah, une fauche, une coupe globale des herbes avec évacuation de la matière, notamment bah, au début de période estivale. Voilà un peu, ça c'est les bonnes pratiques, un suivi plus régulier dans les 2 premières années parce que la communauté s'implante et elle croît de manière assez, je dirais, dynamique. Et puis au bout de 2 ans, le tapis se stabilise et puis on fait un suivi, je dirais, tous les 3, 4 mois, évidemment, beaucoup moins présent l'hiver, quoi. D'accord, merci pour ces explications. Il y a une dernière question dans la chat que j'aimerais reprendre. Elle porte sur l'espacement approprié pour l'entretien dans le modèle des panneaux à dôme inverse. Oui. Et puis, elle pose la question, quel est l'espacement, on va dire, approprié pour obtenir une toiture végétalisée riche en espèces tout en produisant le plus d'énergie possible? Est-ce qu'il y Alors, a une... c'est un peu l'équilibre. La vie est une recherche d'équilibre et c'est très difficile de trouver les bons équilibres. Il y a des modèles très productifs où on peut avoir, par exemple, 2 successions de panneaux, hein, l'un à côté de l'autre. Et au-delà de ces 2 successions, on laisse un espace de 40, 50 cm pour pouvoir assurer l'entretien. Et cet espace de 40, 50 cm entre les 2 séries de panneaux va permettre une arrivée de lumière à des espèces, je dirais, plus
qualifie plus d'héliophile, de climat plus lumineux de se développer. Donc de cette manière-là, en fait, on répond à l'exigence de production énergétique, on répond à l'exigence d'entretien et on permet une croissance des plantes. Voilà. Et c'est un peu voilà, cette recherche d'équilibre qui doit être compris par les différents partenaires pour avoir les modèles vertueux et une acceptation globale des systèmes et répondre aux différents objectifs. C'est-à-dire que si on couvre tout totalement, ben, on n'arrive pas vraiment à entretenir. Il y a possibilité que des plantes poussent entre les panneaux et fassent de l'ombrage et on n'y a pas accès. Et donc, c'est difficile. Et dans ce cas-là, on a une homogénéité de couverture. Et cette homogénéité de couverture, elle se traduit par une baisse de la diversité. Donc, il y a un petit peu d'espace à laisser à la biodiversité de pleine lumière pour assurer une diversité de situations. Merci beaucoup pour ces explications. En vue de l'heure, je propose qu'on passe à la deuxième présentation. Donc, je vais passer à l'allemand comme information pour la traductrice. Ich stelle auf Deutsch Wir kommen zur Donc, je zweiten passe Präsentation. en allemand. Nous passons à la deuxième présentation. Donc, je vais demander à Adrian Lorenz de se rendre visible rapidement, s'il est encore là, pour qu'on sache qu'il est là. Voilà. Je souhaite la bienvenue à tout le monde à cet exposé, toiture de rétention, toiture d'avenir grâce à la gestion intelligente des eaux de pluie. Je m'appelle Adrien Loret, je travaille chez Paul Bauder SA dans le domaine de la technique d'application. J'y suis responsable des sous-constructions photovoltaïques pour les toits végétalisés. La ressource d'eau de pluie est également un sujet récurrent dans mon travail. Nous allons maintenant nous pencher sur la gestion des précipitations sur les toits. Nous allons également regarder les différents systèmes de toits végétalisés. Un simple toit végétalisé avec un petit système de drainage. Que peut-on faire si on veut générer une plus grande rétention d'eau sur le toit, un plus grand indice de ruissellement? Ou alors, est-ce qu'il existe une possibilité pour stocker plus d'eau sur le toit afin que les plantes aient encore plus d'eau à disposition pour s'épanouir? Ensuite, nous allons examiner un exemple pratique. Dans cet exemple pratique, on n'a pas choisi un seul système, mais on a combiné différents systèmes, les uns avec les autres. Alors, un point important, un toit végétalisé, qu'il s'agisse d'une simple végétalisation ou seulement un fond non tissé ou un drainage, ou s'il y a une rétention d'eau, ou s'il y a une végétalisation intensive, tout toit vert est positif pour le ralentissement du ruissellement, de l'écoulement et la rétention d'eau. Nous voulons donc rester au plus près de la structure naturelle. Si nous considérons maintenant un simple toit végétalisé avec un petit drainage, avec une couche de protection, un tel toit vert stocke 20 à 40 litres d'eau par mètre carré. Si l'on veut augmenter le stockage, on peut installer plus de substrat sur le toit, par exemple, ou on peut installer une couche de stockage d'eau plus élevée. Là, c'est le numéro 3. Un toit végétalisé simple présente un retard d'écoulement. Cela retarde l'eau de pluie jusqu'à ce qu'elle arrive à l'écoulement. Là, vous le voyez sur la courbe. Alors, le délai de retardement de ce ruissellement est réglé dans la SN 592. Le temps de temporisation dépend donc de l'épaisseur de la couche de la structure du toit végétalisé, de l'épaisseur du substrat. Avec une épaisseur de substrat de 10 cm, on a un indice de ruissellement de 0,7. Plus le système est épais, plus le chiffre est bas. Plus le chiffre est bas, plus le délai est long. Par exemple, avec 50 cm de toiture végétalisée, on a un indice de ruissellement de 0,1. Il faut bien tenir compte du fait que l'installation de 50 cm de substrat vert sur le toit nécessite beaucoup d'entretien et de maintenance, car davantage de plantes y poussent automatiquement. Ce n'est donc peut-être pas la solution idéale pour obtenir un bon score. Il existe des systèmes testés
Donc, des systèmes qui retiennent l'eau dans un élément de rétention et qui la libèrent avec un certain décalage, un certain retard. On le voit ici dans cette vidéo, une pluie normalisée est déversée sur le toit, elle remplit légèrement les bacs et l'eau de pluie s'écoule avec un temps de retard. Avec les systèmes que nous avons vus ici, on atteint déjà un indice de ruissellement de 0,1 avec une épaisseur de substrat de 120 mm. C'est le même résultat que celui obtenu tout à l'heure avec un substrat de 50 cm d'épaisseur. Important, on retarde l'écoulement avec ce système. On ne retient pas plus d'eau sur le toit. Avec ce toit aussi, on retient environ 20 à 40 litres d'eau par mètre carré. Si l'on fait un substrat de 120 mm, on retient évidemment un peu plus d'eau qu'avec un substrat de 80 mm. L'effet positif est visible dans cette animation-là. L'indice de ruissellement diminue encore plus par rapport à un toit végétalisé standard. Il y a encore une plus grande zone tampon entre les deux pour soulager la canalisation. Encore une fois, important, le coefficient de débit de pointe est calculé, qu'il soit calculé à partir de la norme SN 592 ou à partir d'une structure testée, on parle toujours d'un coefficient de débit après 15 minutes, c'est-à-dire que l'on mesure la quantité d'eau qui arrive après 15 minutes en cas de forte pluie. C'est pourquoi on ne peut pas utiliser le coefficient de débit de pointe pour dimensionner les rigoles ou les cuvettes, mais on peut l'utiliser pour dimensionner la conduite. Et ce qui est très important pour moi, c'est que le toit végétalisé, qu'il s'agisse d'un simple toit végétalisé ou d'un toit végétalisé à ruissellement contrôlé, il peut être combiné sans problème avec le système photovoltaïque, mais il faut que les deux soient coordonnés. La troisième variante d'une retenue d'eau sur le toit, donc d'une gestion des précipitations, consiste à évacuer l'eau de manière contrôlée par le biais d'une conduite d'étranglement. Dans ce cas, l'eau est évacuée en litres par seconde. Avec cette méthode-là, on peut réduire un toit végétalisé à environ 0,1 litre par seconde. Lorsqu'on installe de tels étranglements, il est recommandé de faire un toit sans pente. C'est un grand avantage parce qu'il ne s'agit pas d'un écoulement de pointe, mais d'une réduction durable de l'écoulement, ce qui est évidemment positif pour l'approvisionnement en eau du toit végétalisé. Avec un tel système, on peut bien sûr calculer ses rigoles et ses cuvettes. Encore une fois, c'est important, un tel système peut être combiné sans problème avec une installation photovoltaïque. Encore une fois, comme tout à l'heure. Sur l'animation, on voit encore une fois comment l'eau s'écoule beaucoup plus lentement, donc elle est beaucoup moins haute. Et donc, c'est beaucoup plus long. La canalisation est ainsi beaucoup moins sollicitée. Pour pouvoir faire cela, il faut bien sûr un espace vide. Il faut créer cette cavité et il faut la laisser s'écouler librement. Par exemple, ici, sur le gauche, à la structure RE40, on voit les 4 cm d'espace vide à disposition pour l'accumulation de l'eau. Au milieu, on a déjà plus de vide, 8 cm qui sont disponibles pour accumuler l'eau. Sur le côté droit, il y a ce qu'on appelle des boîtes RWR qui permettent une accumulation d'eau de 100 ou de même 150 mm. Alors, comme illustré ici, dans ces systèmes-là, vous avez le conduit d'écoulement qui est installé sur la couche d'écoulement. Alors maintenant, c'est extrêmement important. Si l'on génère un espace vide, cela donne d'autres possibilités. Par exemple, il est possible de retenir l'eau sur le toit et de la stocker pour les périodes de sécheresse et de la mettre à disposition des plantes. Si on fait cela,
Il faut bien sûr calculer l'espace vide sur le toit plat et grâce à la circulation de l'air ou par ce qu'on appelle des fans, des ventilateurs, l'eau peut être utilisé par les plantes. Plus on génère d'espace vide, plus on peut stocker temporairement de l'eau. Comme mentionné précédemment, il est important, si on fait quelque chose de ce type-là, que le toit plat soit sans pente. Comme on le voit ici dans le calcul, on a un toit de 20 mètres sur 20 mètres avec une accumulation d'eau de 8 cm. Cela donne environ 32 litres cubes d'eau qui peuvent être stockés sur ce toit plat. Si l'on fait une pente, une inclinaison de 2% au toit plat, on ne peut plus que stocker 6,4 litres cubes d'eau avec la même hauteur de retenue. D'un point de vue normatif, de telles toitures sans pente peuvent être réalisées sans problème. Selon la norme SN 271, d'après l'article 5, il s'agit de règles dites d'exception pour les toits plats sans pente. La norme 312 parle également des toits plats sans pente. D'un point de vue normatif, il n'y a aucune raison de ne pas réaliser un toit plat sans pente. Bien sûr, il faut respecter certaines règles. Mais il existe également d'autres possibilités. La semaine dernière, j'ai calculé un toit plat avec accumulation d'eau qui n'a été que partiellement réalisé sans pente. Une partie était recouverte d'un revêtement de terrasse qu'on n'a pas envie et qu'on n'a pas le droit de faire sans pente, et une partie était un toit végétalisé où l'eau était en outre stockée sur le toit. Il s'agissait d'une végétalisation intensive où l'accumulation d'eau était utilisée en plus pour que le toit n'ait pas besoin d'être arrosé en période de sécheresse. Mais les toits sans pente et les toits avec pente peuvent aussi être combinés sans aucun problème. Alors, si nous examinons à nouveau les trois systèmes, il y a quelque chose qui m'importe vraiment. Je ne veux pas dire que le toit sans pente est le meilleur ou que le modèle plat à écoulement contrôlé ou le toit avec des succulents et des herbacées sont les meilleurs. Chaque toit végétalisé a un bilan positif pour la gestion de l'eau. Et on ne peut pas non plus dire que le toit végétalisé est toujours le meilleur. Selon le système de toiture, il est judicieux d'installer un toit avec des herbacées, de faire une végétalisation maigre. Selon le cas, il est judicieux de stocker une quantité d'eau relativement importante sur le toit et de la mettre à la disposition des plantes, par exemple dans un cas d'une végétalisation intensive. J'en viens maintenant à l'exemple pratique où nous avons comparé les différents systèmes. Ein grosser Fehler, der immer Une passiert grande oder immer erreur wieder qui se feststelle, produit souvent, que je constate souvent, c'est que l'on pense trop tard au toit végétalisé et on pense trop tard au système d'écoulement aussi, ou que l'on n'examine pas en même temps tous les toits, tous les toits en tôle, toutes les surfaces environnantes. Souvent, ils ne sont examinés que séparément. Alors, il est important que cela soit examiné de manière cohérente et suffisamment tôt dans la phase de projet. Car selon le système de toiture, que je fasse un toit de sédum, succulente, une petite végétalisation ou que je travaille avec des box, cela a forcément aussi une influence sur le système d'étanchéité, sur la résistance à la pression, sur la hauteur du bord de toit, sur la situation de pente sur le toit. Donc, il est important de se pencher sur la question à un stade précoce et sur l'ensemble des surfaces. C'est ce qui a été fait pour l'exemple pratique. Il s'agit d'un hôtel avec un parking souterrain. Le toit principal a une surface de 780 mètres carrés. La consigne était une végétalisation extensive, pas trop intensive, donc une végétalisation très maigre et intensive à base de succulents. Sur le parking souterrain, il y a une surface de 245 mètres carrés. Sur cette surface, on souhaitait également une végétalisation extensive et non extensive. C'était la consigne des maîtres d'ouvrage. Le service d'assainissement de la ville a imposé un maximum de 3,3 litres par seconde à déverser dans le canal des eaux mixtes. On ne pouvait en aucun cas y déverser plus.
important. L'événement centenaire a été regardé avec ses 3,3 litres par seconde. L'objectif était bien entendu de maximiser l'évaporation de l'eau. On ne peut pas considérer l'eau comme, ou on ne veut pas considérer l'eau comme une eau usée, mais comme une ressource qui est bonne et qui doit être maintenue sur l'objet. Ici, on voit le plan de la situation. L'hôtel a été construit au milieu d'une zone résidentielle. Il n'était pas possible d'installer un réservoir de rétention ou une cuvette de rétention. L'eau devait donc être traitée directement sur la surface des toits. On a alors décidé de réaliser une toiture en pente sur le toit principal avec une inclinaison de 2%, avec une végétalisation très fine. Un voile non tissé de protection a été installé et environ 9 à 10 cm de végétation ont été posés. L'eau du toit principal a été dirigée sur le toit du parking souterrain. Le parking souterrain a été planifié sans pente. Un espace vide a été créé sur le parking souterrain afin de recueillir toute l'eau de pluie provenant du toit principal et du parking souterrain. En même temps, on a installé une bouche d'évacuation pour respecter le maximum de 3,3 litres par seconde. Si l'on fait une telle installation pour de tels toits, il faut bien sûr faire un calcul. Comment se présente le flux d'eau depuis le toit principal? Comment s'écoule l'eau depuis le parking souterrain? Pour faire ce genre de calcul, nous servons du modèle d'écoulement des précipitations COSIM. Le calcul COSIM a déjà été traité par le VSA lors d'un webinaire, je crois que c'était le 24 octobre 2022. Donc, vous pouvez le consulter sur le site web. Je ne vais pas m'étendre sur le calcul COSIM. Vous pouvez trouver toutes les informations sur le site. Il est important de savoir qu'à partir de ce calcul, avec l'événement pluvial local de 100 ans, donc suite à ce calcul, on a obtenu un chiffre dans lequel le vide a été dimensionné. Pour l'objet avec ces données pluviométriques, après environ 2 heures et demie de la plus grande quantité de pluie, il y a 19 cm de vide qui sont nécessaires sur le parking souterrain afin que le déversement maximal de 3,3 litres par seconde puisse être respecté. Alors, une fois le calcul effectué, il y a bien sûr un rapport de résultat où la sécurité contre les débordements est également garantie. Après le calcul vient la phase de construction. Le toit a été mis en place. On voit très bien ici le toit principal, une couche de protection qui a été installée dans l'espace du toit. Vous avez la zone sans végétation, comme l'exige la norme, et au milieu, simplement une végétation extensive, une végétation herbacée et succulente pour laquelle l'entretien et la maintenance ne sont pas aussi intensifs non plus. Alors, l'espace vide a été installé sur le parking souterrain et équipé de boîtes de rétention. Il fallait 19 cm de vide, comme nous l'avons vu tout à l'heure dans le calcul. Pour générer ces 19 cm, on a posé 2 fois le RWR100 l'un sur l'autre. On obtient ainsi un espace vide de 200 mm. Il y a toujours des erreurs et c'est extrêmement important. Tout doit être planifié à l'avance. Comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la photo du milieu, on voit très bien le bord du toit qui est élevé. Ce bord de doigt élevé est obligatoire pour l'accumulation de l'eau. Si cela n'avait pas été discuté à l'avance dans le projet, il n'aurait pas été possible de faire une telle bordure du toit. La même chose pour le raccordement à la façade qu'on voit à l'arrière. Le raccordement de la façade est élevé à la bonne hauteur en conformité avec la norme, mais cela n'est possible que si c'est planifié suffisamment tôt dans la phase de projet. Comme on peut le voir sur les photos, le toit a été sans pente, donc il y a des flaques d'eau visibles.
Donc, il n'y a pas d'inclinaison, il n'y a pas de pente. Alors, cette boîte RWR peut être travaillée sans problème avec une scie, comme vous le voyez à droite. Ces panneaux sont posés bord à bord et comme on peut le voir sur la photo du milieu, les fixations sont utilisées pour maintenir ces éléments de structure ensemble. Pour que l'eau soit stockée dans les éléments creux et que le tout ne s'écoule pas, il est nécessaire d'installer des étrangleurs de rétention. Il y a différents systèmes. Il y a des systèmes de Sita, de Loro. Il en existe un de Optigrün, un système commandé par une application et basé sur les données météorologiques. Et encore, il y a le système de Bauder Green RA. Il y a différents fabricants qui le proposent. Le volume de réglage des différentes possibilités dépend bien sûr toujours de l'objet du bâtiment. Donc, pour chaque édifice, on recalcule la rétention et on règle la rétention de manière individuelle. Dans le cas de cet édifice, on voit bien que l'ouverture a été faite tout en bas. Sur cet objet, le maître d'ouvrage ne voulait pas une végétation intensive luxuriante. On voulait une végétation extensive également sur le parking souterrain. On voit ici comment l'eau du toit a été déversée sur le parking souterrain. Et il est important que l'eau du toit principal ne soit pas simplement déversée sur le toit végétalisé ou sur la couche de gravier. Il faut un puits d'entrée. Comme vous pouvez le voir sur l'image, il s'agit d'un puits de 50 sur 50 cm qui amène l'eau du toit principal dans la couche de rétention de manière contrôlée. Si cela n'est pas fait, il y aura de la mousse dans cette zone, il y aura un lac qui se formera naturellement et ce n'est pas souhaitable. C'est pourquoi il est important que l'eau de pluie soit amenée de manière contrôlée du toit principal vers le niveau de rétention. On voit bien ici à quoi cela ressemble quand il y a moins 15 degrés. L'écoulement au niveau de la rétention ne pose aucun problème, il n'y a pas de glace. Au-dessus sur le toit végétalisé, il y a de la neige et en dessous, c'est légèrement humide. Ça fonctionne sans problème. Ici, on voit la végétation après environ 2 mois. De petites plantes succulentes et herbacées qui poussent lentement. C'est très important pour moi. Je dis toujours la phase de projet est importante, mais il est également important de déterminer la végétation cible. Parce que si sur ce toit, comme on souhaitait l'avoir, on voulait avoir une végétation extensive avec des succulentes et des herbacées, il ne faut pas ajouter 20 cm ou plus de substrat. Sinon, une végétation plus intense poussera automatiquement. Si l'on souhaite, par exemple, une prairie fleurie, il faut automatiquement plus de nutriments et plus d'épaisseur du substrat. Sinon, on n'obtiendra jamais une belle prairie fleurie. C'est important. Donc, c'est pour ça que c'est important de déterminer la végétation cible pendant la phase de projet. Afin d'obtenir une telle végétation cible, l'entretien et la maintenance sont également importants, même très importants. Et surtout pendant les 2 premières périodes de végétation. Une fois que la végétation cible s'est imposée, que le toit est entièrement recouvert de succulentes ou d'herbacées, il n'y aura plus autant d'autres plantes qui pourront s'imposer, car l'espace sera déjà occupé. C'est la même chose pour une prairie fleurie intensive. Il n'y aura plus beaucoup d'autres plantes qui s'imposeront parce que la place sera déjà prise. Mais ici, sur ces photos, on voit clairement que les plantes non souhaitées s'y développent. Celles-ci doivent être éliminées, arrachées. Vous les voyez sur l'image. Alors, quelques points encore une fois pour résumer le tout. Il est important de savoir de quoi ai-je besoin sur le toit. Qu'est-ce que je veux obtenir grâce à ce toit végétalisé? Est-ce que j'ai un débit de pointe à respecter? Est-ce que je dois respecter une limitation d'entrée? Qu'en est-il d'un poids sans pente? Qu'en est-il de l'étanchéité? Alors, important, une planification précoce et globale est importante pour que le toit choisi soit le bon et pour qu'on puisse profiter de ce produit final finalement. Il faut choisir, est-ce qu'on veut une étanchéité
étanchéité bitumeuse ou synthétique? Comment je fais pour protéger les racines? Quel poids, quelles charges seront appliquées en haut du toit? En fonction de cela, il faudra peut-être un autre système d'isolation. Un toit végétalisé fonctionne parfaitement ou est tout à fait compatible avec le photovoltaïque, mais seulement si tout est coordonné. Est-ce que je fais un système de gestion des eaux pluviales en aval avec des rigoles et des cuvettes? Dans ce cas-là, il faut choisir d'une manière ou d'une autre le toit végétalisé afin que les valeurs nécessaires soient connues. Ensuite, important, une planification précoce et globale est décisive pour que le toit fonctionne aussi avec l'eau de pluie. Vous trouverez d'autres très bonnes informations concernant ce sujet sur le site de l'Association suisse des spécialistes du verdissement des édifices, ASVE. On y trouve des informations sur la biodiversité, l'énergie, les toits végétalisés, l'entretien, la maintenance, la végétalisation des édifices ou plus généralement des directives pour les toitures végétalisées extensives. On trouve également sur le site de www.lebensraum.ch qui existe en français, et on trouve des informations sur la biodiversité, le solaire, la végétalisation. J'arrive à la fin de mon exposé. Merci beaucoup d'avoir écouté. Merci, Adriane, pour cette présentation très intéressante. J'ai vu que tu as déjà répondu à beaucoup de questions dans le chat. Il en reste deux en suspens. J'aimerais bien les reprendre, ces questions, parce qu'elles sont intéressantes pour tout le monde. La première, c'est une question pratique. C'est à quel point ces conduites d'étranglement sont sensibles aux bouchons. Normalement, il n'y a aucun problème, puisque en dehors de l'étranglement, on a un cadre qui empêche les bouchons. Mais de toute façon, il faut un entretien annuel, c'est obligatoire. Et là, on peut également peut-être regarder la bouche d'entrée. Mais ce qui est important, c'est après l'installation, il y a le plus grand risque de que soient bouchées ces conduites. Une fois que le toit est terminé, avant qu'on enlève l'échafaudage, il faut peut-être contrôler, parce que c'est à ce moment-là qu'on a vraiment un risque que les choses se bouchent. Donc, il faut faire attention quand on installe les choses pour être du bon côté. La deuxième question concerne cette couche minérale. Alors, quelle est l'influence, l'impact sur la rétention de l'eau de pluie sur ces toits végétalisés? C'est important, je n'ai pas répondu à cette question parce qu'elle est importante. Toute la construction du toit végétalisé doit être regardée de manière globale. Et quand on regarde et qu'on choisit, par exemple, le minéral, par exemple, pour que que je puisse mettre en place un substrat moindre, que je suis en train de mettre en place une certaine éponge. Et à ce moment-là, le matériau minéral va utiliser juste pour faire s'écouler l'eau de pluie, mais ça peut être utilisé pour matière de remplissage. Donc, ça dépend toujours du système qu'on souhaite, de l'effet qu'on souhaite, mais c'est un mélange où il y a toujours du substrat de toute façon contenu. Merci beaucoup pour ce complément et j'ai encore une autre question de ma part. L'année dernière, nous avons fait une fiche d'information concernant les moustiques. Et il y a une question qui n'a pas été vraiment clarifiée. C'est à quel point ces éléments de rétention sous le substrat sont problématiques par rapport aux moustiques, parce que finalement, le substrat, c'est une couche biologiquement active, donc ce ne sont pas très intéressants pour les moustiques invasifs d'Asie. Mais ces éléments synthétiques en plastique, ils trouvent ça intéressant pour pondre leurs œufs. On l'a vu dans le séminaire. Et la question que je te poserai, c'est est-ce que vous avez déjà connaissance de certains toits où il y a eu
des problématiques de ponte des œufs des moustiques tigres. Et à l'époque, on avait parlé au niveau du groupe, on avait dit qu'il fallait tout simplement mettre un siphon dans ces couches pour qu'on puisse éventuellement, en cas d'urgence, intervenir s'il y a un problème par rapport aux moustiques. Est-ce que tu as des réponses maintenant? Alors, première remarque en ce qui concerne ces étranglements de rétention. On peut toujours les ouvrir en cas d'urgence. C'est un élément supplémentaire au-dessus de l'entrée standardisée. C'est un élément qu'on peut enlever pour justement faire évacuer l'eau d'un coup. Alors, on n'a pas connaissance d'un lien, donc quand il y a une rétention d'eau en dessous d'une toiture végétalisée, qui ait des problèmes avec les moustiques. Ce qui est important, c'est de faire une séparation au-dessus de la box. On va mettre une couche non tissée. Et ça, c'est important. Mais ces box de rétention ne doivent pas être utilisées sur un revêtement ouvert sur une terrasse, par exemple, parce que là, justement, les moustiques risqueraient de pendre parce qu'ils ont un accès. Donc, il faut choisir le bon système. Il faut tenir compte de tous les paramètres, mais si on fait cela, je n'ai jamais entendu parler d'un problème par rapport aux moustiques. Merci beaucoup pour tes explications. Et donc, nous arrivons à la fin de ce webinaire. Je remercie Adrien et Patrice Brunier pour ces explications très précieuses. Et on avait un grand nombre de participants, participantes, donc ça montre que c'est un sujet qui intéresse beaucoup de personnes. Je vais rapidement donner encore quelques informations concernant les événements à venir. Alors, les événements qui vont avoir lieu sont les suivants. Tout d'abord, oui, je crois que vous le voyez. Pour tous ceux et toutes celles qui souhaitent approfondir le sujet de ce webinaire, nous attirons votre attention sur le congrès mondial pour la végétalisation des toits et des façades. Il a lieu à Bâle. Il se tient surtout en anglais. C'est un événement international. Vous trouverez les détails et les données concernant l'inscription sur le site web. Vous le voyez ici. Donc, si jamais vous souhaitez approfondir le sujet, c'est le bon endroit où aller. Deuxièmement, le 8 mai, nous avons une manifestation de clôture pour les membres du VAS. Donc, c'est notre assemblée des membres. Ça sera la clôture de ce projet Ville Éponge. Il y aura donc une excursion, il y aura des présentations le matin, mais vous allez trouver toutes les informations sur le lien que vous voyez ici. Tout se passera en français et en allemand. Ensuite, ça, c'est réservé aux germanophones pour l'instant. Nous avons donc les journées consacrées à l'eau du VSA, les PIC. Les journées PIC, c'est 2 jours de congrès avec des ateliers. Elle sera répétée s'il y a suffisamment de participants, participantes en novembre. Sinon, pour l'instant, les dates fixées sont le 10 et le 11 juin. Vous trouverez toutes les informations sur le site web. D'ici 1 ou 2 ans, il y aura un événement similaire en Romandie, en français. Voilà, c'est prévu. En allemand, encore une fois, nous allons proposer pour la première fois la formation de coordinateurs, coordinatrices des experts pour les villes éponges. C'est un cours de 5 jours qui se fait en hybride, certains modules sur place entre fin août à fin octobre. Vous trouverez les dates et les détails sous le lien affiché. Pour les francophones, sachez qu'il y a un cours similaire qui est prévu en français à partir de 2026. Et pour ceux et celles qui souhaitent encore plus approfondir le sujet et qui ont le temps de le faire,
Je vous recommande le CAS Ville Épanche de la ZHW qui commence en novembre de cette année. Il y a une partie qui sera en hybride. Il dure 18 jours. Et là, vous trouvez également toutes les informations sous ce code QR. Voilà ma publicité. Ce que je voulais vous dire, le prochain webinaire aura lieu fin avril. Ça sera une autre thématique. Nous allons parler du plan d'action climat de la ville de Baden et nous allons parler d'une nouvelle checklist qui a été élaborée en Romandie concernant la gestion de l'eau. J'espère que je vais vous trouver nombreux et nombreuses lors de ce prochain webinaire. Et en attendant, je vous souhaite encore une bonne soirée. Au revoir à tous et à toutes.